Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. On entend et on lit de la part d'un grand nombre de personnes des conseils, des best practices, des tendances et patati et patata. Pour remettre de l'ordre dans tout cela, on a demandé à nos experts du jour de nous rejoindre. Laurine Carlier, bonjour, responsable communication interne, et Patrick Dezay, bonjour, DRH groupe Courir. Alors courir pour les fans de sneakers, j'en fais partie. Déjà, on est ravis de vous recevoir. Donc courir, le leitmotiv, c'est Sneaker Spirit. Alors, vous allez nous en dire plus tout à l'heure, parce qu'effectivement c'est l'image de marque, Sneaker Spirit. C'est très tendance, et courir après a pris une véritable avance sur ses concurrents là-dessus grâce à ce créneau-là. On détaillera ensuite la marque employeur. Vous avez effectivement tiré le fil de ce concept-là, en tout cas de ce positionnement. Donc bonjour. Patati et patata, donc cette émission, on entend pas mal de choses. La première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous avez entendu pas mal de choses qui sont pas forcément reproductibles chez vous, ou en tout cas des conseils qui n'iraient pas à courir, par exemple? Mais écoutez, oui, il y a le sujet de ces différentes générations, par exemple. Comment on s'adresse à nos futurs salariés, futurs collaborateurs. C'est vrai que la forme a changé. On utilise maintenant Le canal, ouais. on a un compte Instagram, on est bien sûr très présent sur le net, on utilise toutes ces nouvelles technologies, mais dans le fond, rien n'a changé. Et donc là, les collaborateurs, les futurs collaborateurs sont sensibles à quoi? Sont sensibles aux conditions de travail, à la visibilité qu'on peut leur donner pour leur évolution, à notre positionnement en tant que marque, mais aussi en tant qu'employeur, et en particulier très orienté vers la femme, en tout cas dans ce monde de la sneakers qui longtemps était très masculin et qu'on a complètement ouvert aux femmes, et donc on a eu évidemment cette même approche en même temps pour les collaborateurs et les collaboratrices. Donc ça c'est quelque chose d'important, le fond de ce qu'on dit est très important, et c'est finalement ce qui compte, c'est l'authenticité de ce qu'on dit. Quel que soit, je dirais, le moyen qu'on va utiliser. Donc évidemment, il faut s'adapter aux nouveaux moyens, mais le fond reste le même. Les basiques du retail aussi. Donc, basiques du retail, c'est qu'on fait des vrais métiers dans des vrais magasins avec des vrais gens. Et on vend des vraies choses, etc. Et voilà, et on vend des vraies choses. Donc on peut parler à un senior, un junior, un X, un Y, Z de la même façon, sauf que le canal diffère, et c'est pas pour autant que la génération est différente, en tout cas d'appréciation du message. Tout à fait. Ok, bon, c'est très clair. Merci pour cette première réponse. D'ailleurs, en parlant de canaux, justement, vous parliez de différents canaux. Est-ce qu'il y a des canaux aujourd'hui qui sont plus finalement à la mode sur votre génération, sur la génération des gens que vous recrutez? Je pense notamment à Instagram. Est-ce que vous êtes présent sur LinkedIn? J'en sais rien. Est-ce que votre population de recrutement a accès à ces canaux de recrutement? Alors oui, effectivement, on utilise beaucoup LinkedIn et Instagram. LinkedIn, on ne va pas être sur les mêmes profils, plutôt sur nos profils de cadre, mais on est pas mal suivi, donc ça c'est quelque chose qu'on continue de maintenir, d'avoir de la communication corporate sur la page LinkedIn. entreprise. Sur la page entreprise Ok. de LinkedIn. Et puis la page Instagram, on s'y est mis il y a quelques mois, qui s'appelle Inside Courir. Donc c'est vraiment la page où on va voir un peu les coulisses de Courir. On va parler de nos métiers, on va parler des talents chez nous, des magasins, des ouvertures. Enfin, voilà, il y a toujours une opportunité pour prendre la parole. Et on voit qu'on a un bon engagement en fait de la part de la communauté. Alors comment vous le mesurez ça, Lorraine, justement? Est-ce que les candidats régulièrement vous disent j'ai vu vos stories, j'ai vu les stories de la marque, ou alors je suis très engagé au niveau de la page, je like tous les contenus, j'en sais rien. Ouais. Est-ce que vous le mesurez de cette manière-là? Alors oui, il y a plusieurs manières de le mesurer. Déjà la partie statistique d'Instagram calcule automatiquement un pourcentage d'engagement qui est déjà assez satisfaisant, mais au-delà de ça, les derniers recrutements qu'on a pu faire au siège, on s'est aperçu que les gens suivaient déjà la page Inside Courir, parce qu'à partir du moment où on s'intéresse à un employeur,
souvent, on va faire des recherches de son côté et on utilise aussi les réseaux sociaux. Et donc, les gens nous suivent déjà depuis quelques semaines parce qu'ils sont dans le process de recrutement et voilà, ils s'intéressent. Donc ça, nous, nos derniers recrutements au siège, on l'a constaté, donc on était déjà hyper contents. Et au-delà de ça, je reçois régulièrement en message privé sur la page Inside Courir des messages qui nous disent bah voilà, je suis intéressée pour postuler, etc. J'ai aussi d'autres messages divers et variés, mais oui, il y a un bon engagement. Donc ça, c'est les sneak influenceurs, c'est ça? Oui, alors nous, on a effectivement depuis la rentrée dernière une marque employeur qui est très digitalisée autour d'Instagram. Et donc nos collaborateurs aujourd'hui, on les appelle les sneak influenceurs. Parce qu'on a envie aussi de les engager, c'est nos ambassadeurs sur les réseaux sociaux. Et voilà, et ça correspond vraiment très bien aussi à notre communication commerciale sur les réseaux sociaux qu'on utilise énormément. Donc on voulait faire le parallèle avec nos salariés. Ok, c'est intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des candidats qui vous envoient des messages privés avant même d'envoyer un CV. Donc Oui. ils veulent vérifier finalement qu'ils sont en adéquation avec la marque. L'authenticité de la marque ou Oui, du Quel positionnement. est l'objet des messages en fait? Parfois c'est surtout pour appuyer une candidature. J'ai postulé, voilà, je suis vraiment d'accord. très motivée. Pour avoir un contact direct avec Voilà, vous. voilà. Ok. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans la page Instagram, c'est que ça permet de voir l'entreprise telle qu'elle évolue, parce que au fur et à mesure, on poste des choses nouvelles, etc. Et donc, c'est quelque chose de très vivant, très dynamique, et qui permet, je dirais presque en temps réel, pour un candidat, de voir qu'est-ce qui se passe chez Courir à ce moment-là, et donc déjà de créer presque un engagement avant même qu'il soit même parfois rentré dans un premier entretien. Donc là, c'est un vrai apport, quoi. Et donc, je reviens sur cette notion d'authenticité. C'est aussi ça qu'apporte Instagram, la façon dont on le fait vivre nous, en tout cas. C'est de dire, voilà comment on est. Donc, si vous avez envie de faire un chemin avec nous, voilà, c'est ça que vous allez trouver. Comment vous transformez du coup cette... je regarde tous les deux, mais cette expérience candidat en expérience collaborateur, un peu ce signe infini. Donc on les a fait venir sur l'attractivité du positionnement Sneaker Spirit, et comment on les fait basculer justement sur des sneak influenceurs. Comment on leur dit tu vas venir pour ça, mais finalement tu le deviens. Ils deviennent le lendemain, le jour même où ils sont embauchés. Est-ce qu'il y a il n'y a pas des prérequis d'engagement en influenceur, etc. Évidemment, on l'a compris, c'est la marque et c'est un très beau positionnement, mais qu'est-ce qui fait qu'après il le devient et comment ça se manifeste au quotidien? En fait, ça se fait assez naturellement. Je pense qu'il y a des gens, soit ils ont envie, ou ils n'ont pas envie, on va pas, mais on s'appuie beaucoup sur les gens qui ont envie. Et justement, dans la communauté qui nous suit sur Instagram, je dirais que c'est 50% de personnes qui travaillent déjà chez nous et 50% de personnes qui sont intéressées par l'entreprise, par ce qui s'y passe, par les coulisses, etc. Oui, l'engagement, il est vraiment 50-50 sur la page. Régulièrement, on communique sur notre page Instagram auprès de nos salariés. À travers différents canaux de communication. C'est plus simple d'accéder directement à nos salariés du siège, mais on utilise aussi les canaux de communication en distanciel pour nos salariés en magasin, de l'affichage. Voilà, on essaye de faire connaître quand même notre page Inside Courir auprès des vendeurs dans le magasin. Il y a un mot qui est intéressant, c'est le distanciel. Peut-être que Jérémy, tu voulais en parler. Ouais, je voudrais savoir si à la fin du processus de recrutement, finalement, la personne commence à adhérer finalement à vos pages, ou alors si elle se sent un peu presque obligée au moment où on signe le contrat, ou alors si ça se fait bien en amont, si dans la plupart des cas, finalement, l'engagement collaborateur, il a eu lieu avant. Est-ce que le coup de cœur, finalement, est-ce que le coup de cœur du job, il est en amont en fait de la signature d'un contrat, ou c'est la signature d'un contrat qui déclenche l'employé advocacy? Nous, on se réfère un peu à notre marque et à la plateforme de marque. Et chez nous, ce qui est important, ça s'appelle le Sneaker Spirit. C'est à la fois une façon de vivre, une façon d'être. Je dirais tout l'art de vivre en tout cas autour de la sneakers, et donc c'est notre premier engagement qu'on veut partager, c'est-à-dire voilà, je dirais ce que véhiculent les produits qu'on vend, c'est des choses qu'on va retrouver dans l'entreprise. Donc
c'est nécessaire hein, d'avoir cette, je dirais, cette affinité avec le produit, ce que ça véhicule. Alors, ça n'est pas suffisant, bien sûr. Hein. Après, des compétences à avoir et avoir envie de s'investir là-dedans. Mais c'est vrai que très très tôt, on essaie de détecter ce qu'on appelle aussi des sneakers addicts qui vont, quel que soit le poste occupé finalement, que ce soit sur le réseau ou au siège, où on développe beaucoup de postes autour de l'e-com. Actuellement, il est évident qu'il faut vraiment avoir une bonne connaissance de ce que sont les sneakers, tout l'univers des marques, qui est très très riche, qui tourne autour. Donc c'est ça aussi qu'on essaie de détecter, je dirais, dans le processus d'embauche par ces différents moyens. Est-ce qu'on vend ça chez Courir? Certains vendent le droit à la déconnexion. Est-ce que vous vendez le droit à la sneaker, c'est-à-dire tous les jours, ou c'est que porter les sneakers, c'est une évidence. C'est une évidence. C'est une évidence. Voilà, donc il y a quand même une offre très très large, que celui qui ne trouve pas son bonheur, chaussures à son je pied. ne sais pas très bien quoi faire. Voilà. Donc, tout le monde trouvera chaussures à son pied, effectivement. Alors, sur un autre spectre, si on parle de l'après-Covid, chez Courir, qu'est-ce que ça a changé dans le recrutement en fait, des personnes? Jusqu'où vous alliez déjà? Est-ce que finalement vous avez recruté des gens en visio? Est-ce que c'est quelque chose qui a perduré? Voilà. Est-ce que vous avez mis en place de nouveaux process ou est-ce que ça s'est arrêté avec la crise sanitaire? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que donc on a été comme tout le monde, saisi par cette crise, hein, donc de façon brutale. Donc, il se trouve qu'il y a des choses qui avaient été bien entamées avant. C'est-à-dire que, par exemple, très peu de temps avant que l'on rentre dans le premier confinement, l'ensemble des collaborateurs avaient été équipés en Teams au niveau du siège. Donc, ça a évidemment beaucoup facilité les rapports entre collaborateurs, mais aussi avec les candidats, puisqu'on a quand même continué de recruter beaucoup sur les fonctions siège en particulier, puis après aussi réseau, pendant ces périodes de confinement. Donc ce que ça a changé, c'est que ça permet de faire des entretiens à distance qui sont de bonne qualité, surtout qu'actuellement les entretiens qu'on va faire en direct, on les fera avec un masque, tandis que lorsqu'on est sur Teams, on peut enlever le masque. Bien sûr. Et donc il y a quand même beaucoup de choses qui passent au niveau non-verbal. Donc actuellement, ça c'est une chose qui, j'espère, ne durera pas trop, mais pour l'instant c'est comme ça. Donc ça a été un bond en avant de ce côté-là. Vous êtes en train de dire qu'il y a presque plus de social sur Teams à un moment donné? Dans la situation telle, oui. Parce qu'effectivement, on est plus à l'aise. On est moins couvert, quoi. Voilà, c'est vrai. On est. Donc le comportement des candidats était peut-être lui aussi adapté ou différent. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que finalement, il y a des candidats qui n'auraient peut-être pas postulé chez vous, ou vous les auriez peut-être pas pris, ou il n'y aurait peut-être pas eu le même feeling que par cette situation? Difficile à dire. C'est-à-dire que quand il sera possible à nouveau de refaire des entretiens en présentiel de façon régulière, on le fera, parce que quand même il y a des choses qui se passent aussi lorsqu'on est en présentiel qu'on ne perçoit pas à distance. Mais je dirais que sur les premières phases de recrutement, c'est tout à fait adapté. Hein. Puis surtout, on gagne un temps considérable, il n'y a pas à se déplacer, il n'y a pas de temps de transport, c'est quelque chose de très réactif aussi. Donc jusqu'où vous avez été en termes de on a fait tout le process, y compris, on a beaucoup de salariés au siège qui sont arrivés en période de confinement et qui ont fait tout le parcours d'intégration, le onboarding, alors qu'ils ont fait tout à distance. Et les premiers qui l'ont fait étaient assez étonnés du résultat, et nous aussi d'ailleurs. C'est-à-dire que tout le monde a joué le jeu, et ça avait eu des entretiens de qualité, donc on a pu accueillir comme ça plusieurs personnes donc qui ont apprécié la façon dont c'était. Alors, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est un moyen aussi. Après, ce qui compte, c'est l'intention. Et l'intention qu'on avait dans l'accueil, que ce soit comme ça à distance ou en présentiel, elle est la même. C'est que les gens aient des repères, qu'on établisse un contact et que la personne ensuite, assez rapidement, soit à l'aise donc dans les contacts qu'il va prendre, qu'il connaisse les gens et que les gens le connaissent. J'ai envie de poser une question, mais quand je vous écoute, alors vous êtes un acteur majeur, donc B2C. Comment est-ce qu'on anticipe la fin de crise, la sortie de crise, en tout cas on parlait de confinement, du premier, du second confinement, en disant je vais avoir à recruter, parce que turnover, parce que personne qui s'en vont, qui changent de voie, qu'importe en tout cas, qui laissent leur place. Comment on anticipe ça? Comment vous avez fait pour anticiper, au même titre, je prends basiquement comment un restaurateur anticipe combien de steaks il va vendre midi pour pas que ça lui reste sur les bras. Bon, là je parlerai pas de la même façon parce qu'effectivement c'est pas de la nourriture et c'est du personnel évidemment, mais comment on anticipe le fait que tant de personnes risquent de partir et où partent pour recruter alors que l'activité n'a pas encore repris, quoi. La première chose
Première chose à anticiper, déjà, c'est que les gens qui sont parmi nous au moment où le confinement commence, soient avec nous au moment où il s'arrête. Donc il faut maintenir un lien. Donc, ça, chez nous, ça s'est fait surtout par les responsables de magasins. Parce que, en fait, on n'a pas de moyens. Nos vendeurs sont déconnectés pour le coup. Ils n'ont pas de PC, etc. pour travailler. Et donc, et là, effectivement, il s'est répandu quelque chose qui existait déjà. Enfin, pour le coup, les responsables de magasins ont continué de communiquer avec leurs vendeurs, souvent sur WhatsApp, pour les maintenir un peu au courant de comment se passaient les choses, etc. Donc, déjà, il y a eu cette première chose, c'est de communiquer régulièrement avec les équipes pendant le confinement et de préparer, en fait, c'est ce qu'on a fait à chaque confinement. Très vite, on s'est préparé au moment où ça allait rouvrir. D'accord. Et donc, on l'anticipe déjà en faisant en sorte de garder tous les gens présents au début jusqu'à la fin. On a fait pas mal de recrutements pendant les périodes de confinement, surtout après le premier où en fait on s'est rendu compte que chez nous l'activité est repartie très forte et à chaque nouveau confinement elle est repartie plus forte. Donc là elle part encore plus fort qu'à la fin du premier et à la fin du deuxième. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc ça crée des problèmes opérationnels puisqu'il faut gérer les clients. Alors c'est vrai que les jauges aussi nous aident parce qu'on a moins de clients à gérer en même temps, donc on s'en occupe mieux. Ça joue un meilleur service aujourd'hui ? Fatalement, on est obligé d'avoir moins de personnes en même temps, donc on a plus de temps à leur consacrer. Mais bon, pourtant on préfère garder le modèle où les gens peuvent aller venir librement et les accueillir. Mais il y a aussi, vous voyez, dans tout ce que je vous dis, une notion de pragmatisme, c'est-à-dire de comment on s'adapte à la situation donnée. Donc c'est vrai que s'adapter à une nouvelle jauge, c'est travailler plus sur l'expérience du client et de pouvoir aller plus loin dans la vente avec lui, et tout en s'assurant que les gens qui sont dehors et qui attendent puissent rentrer rapidement. Donc, puisqu'on a eu très vite des queues importantes au début, et puis maintenant ça se régule bien. Donc en fait beaucoup d'anticipation, mais après la réalité, c'est vrai que là pour le coup pas beaucoup d'experts n'en parlent, c'est que il se passe quelque chose aussi bien sur le marché de l'emploi que chez nous, c'est ces périodes d'inactivité forcée qui ont amené les gens à se poser des questions. Donc on voit aussi bien des candidats que chez nous, des personnes qui sont très heureux de reprendre le travail, puis d'autres qui ont réfléchi, qui ont d'autres projets, et même des candidats. Vous constatez des changements en fait, dans la perception du candidat. Oui, tout à fait. Ok. Ouais, c'est très intéressant, c'est-à-dire que des personnes qui sont chez vous, qui pourraient peut-être demain ne plus vouloir y être, et ou au contraire des personnes qui n'avaient pas du tout soit cette formation ou cette ambition de travailler par exemple au magasin et dans la vente, qui là se disent tiens pourquoi pas en fait. Voilà. En fait je crois que les choix sont beaucoup plus raisonnés. D'accord. Les gens ils ont le temps de réfléchir en fait. C'est pas faux. Donc il y a des gens qui étaient très contents de reprendre, et qui se disent c'est mon métier, ça me plaît, voilà, et qui retrouvent des conditions vis-à-vis des clients qui sont très bonnes parce qu'il y a un bon flux client, on a une très belle offre aussi en ce moment, donc on a du stock, on a des beaux produits à vendre, on a des bons partenariats avec les marques. Donc ces gens-là se font plaisir, puis d'autres ont un peu réfléchi, se disent peut-être je vais prendre une autre orientation. Et il se passe la même chose vis-à-vis des candidats. Les candidats choisissent plus de venir chez nous. Alors parfois on voit moins de candidats, mais ils sont plus motivés. D'accord. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui des candidats. Vous avez peut-être été chercher des candidats dans d'autres secteurs d'activité qui étaient touchés, comme dans la restauration par exemple. Est-ce que vous avez des candidats qui sont venus d'horizons différents et qui n'avaient absolument rien à voir avec la sneakers de base? Non, pas particulièrement. Pas particulièrement. C'est souvent des gens qui viennent d'univers de gestion en réseau. D'accord. Mais qui nous choisissent aussi parce qu'ils connaissent, je dirais, le dynamisme de courir et du segment de marché dans lequel on est. Le dynamisme de la sneaker, ça, c'est quelque chose dont tout le monde entend parler. Les gens sont très sensibles à ce que font les marques, les produits nouveaux, les produits plus anciens. Donc c'est surtout ça qui anime les gens, c'est de se dire travailler pour une entreprise qui va bien, qui se développe, dans des produits, j'ai envie de dire sympas à vendre, sympas à porter, et avec l'univers que ça véhicule. C'est ce sneaker spirit dont je parlais tout à l'heure. Ok. Aujourd'hui, vous avez une politique diversité assez forte. Enfin, vous êtes reconnu dans le secteur. Vous avez une mission handicap développée. Vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, alors effectivement, on a une mission handicap avec une personne qui est complètement dédiée au sujet dans l'entreprise et une vraie volonté de recruter des personnes en situation de handicap dans l'ensemble de nos magasins. Donc depuis le début de l'année, en interne, on a pas mal communiqué, déjà pour toucher l'ensemble des salariés sur le fait, pour les sensibiliser, pour leur dire voilà, tel ou tel type de handicap, ça peut être tel ou tel type de pathologie, ça peut être reconnu voilà, comme un handicap, ça ne se voit pas dans 80% des cas. Donc voilà, parce qu'il y a ce double enjeu de recruter des personnes qui viennent de l'extérieur, mais aussi des salariés qui ont probablement des problématiques de santé qui peuvent se faire reconnaître, mais qui ne le savent pas forcément. Donc on a une grosse campagne en interne déjà. On a profité aussi de cette période de confinement pour adresser directement au domicile des salariés. D'accord. Et puis là, la reprise, effectivement, on recrute pas mal depuis 2 semaines. On sent qu'on réussit à recruter des candidats en situation de handicap. On attendait qu'une chose, c'était la réouverture aussi. Et, Donc là, vous le constatez maintenant. on le constate maintenant à la réouverture. On a eu aussi l'occasion de faire un salon digital dédié au recrutement de personnes en situation de handicap. Et on a profité de cette période de confinement pour mobiliser et sensibiliser des responsables de magasins sur le sujet. De les Parce former. que c'est eux finalement C'est eux. les responsables qui ont ces fameuses a priori, on en parle souvent, Oui. la productivité, je vais Exactement. perdre du temps, etc. Est-ce que ça c'est des leviers sur lesquels vous jouez aussi pour... Oui, mais parce qu'on a beaucoup de stéréotypes, il y a une méconnaissance aussi, un peu la peur de l'inconnu, c'est normal. Et donc on a vraiment remis les bases, expliqué un peu et essayé de lever les freins. Et on voit que ça porte ses fruits et évidemment c'est les responsables de magasins qui seront nos premiers ambassadeurs sur le sujet. Évidemment. C'est en magasin qu'on recrute le plus aussi, donc c'est comme ça qu'on va réussir. Qu'est-ce qui fait la différence du coup bon, après c'est une question très large, hein, pas forcément de réponse précise, mais qu'est-ce qui fait la différence que des personnes en situation de handicap préfèrent postuler chez Courir qu'ailleurs? Ou est-ce que c'est globalisé de façon macro dans la marque employeur, la marque, et c'est des marqueurs en fait, on a tendance à dire qu'une personne en situation de handicap, Sneakers Addict va pas ouvrir un magazine spécialisé en handicap, elle va ouvrir un magazine spécialisé en sneakers, idem dans le sport, et c'est vrai. Alors, C'est plus souvent le cas, oui. pour tous nos confrères qui sont spécialistes dans les médias handicap, évidemment c'est ultra nécessaire parce que ça traite de ces problématiques-là. En revanche, on constate aussi, est-ce que vous le constatez, que des personnes qui sont en situation de handicap sont intéressées avant tout par la marque, son ADN et sa culture justement d'ouverture sur le handicap et l'inclusion. Oui, en fait, je pense qu'il faut plutôt qu'on s'affiche comme une entreprise qui est ouverte, sans en faire trop, sans spécifiquement s'adresser aux personnes en situation de handicap, mais juste le faire savoir que voilà, nous sommes ouverts aux candidatures de personnes en situation de handicap. On précise... Sans avoir un marqueur trop fort finalement, oui, voilà. mais plutôt en ayant une Parce ouverture. à force de le dire, qu'on est inclusif, qu'on pointe du doigt certains sujets de la diversité, ça devient sûr. plus naturel. Donc autant ne pas non plus en faire trop sur le sujet. Et on aime bien dire aussi qu'on ne recrute pas non plus que des sneakers addicts. On est vraiment ouvert à des personnes qui ont d'abord un savoir-être, qui ont envie d'apprendre. Et je suis persuadée qu'en venant chez nous, peut-être que la fibre sneakers viendra aussi, parce que c'est un produit quand même qui est assez sympa. Et, On voilà. se fait pas recaler en talons ou en tongs. Non, quoi. voilà. Enfin, en tongs. En tongs. À l'été. Non, mais ce que je voulais dire, c'est ajouter à ce que vient de dire Laurine, c'est que aussi les gens qui nous rejoignent, quel que soit finalement, quel qu'il soit, ils voient aussi ce qui se passe dans nos magasins parce qu'ils y vont en tant que clients, tout simplement. Et c'est vrai que nous, on insiste beaucoup sur cette notion d'inclusion, c'est-à-dire qu'il suffit de rentrer dans un magasin pour voir qu'il y a des hommes, des femmes, des gens de différents âges, de différentes cultures, de différentes origines. Et donc c'est ce que l'on retrouve dans nos magasins, non pas comme le disait Laurine, comme étant l'objectif absolu d'avoir tant de personnes handicapées, tant de personnes de tel âge, etc. On a surtout l'idée qu'il faut attirer vers nous les gens qui se reconnaissent dans la marque, et que finalement, là où on va sélectionner les gens, c'est sur 2 choses très simples: c'est qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Voilà. Et que là, finalement, quel que soit l'âge qu'on a, quel que soit le sexe dont on est, etc., en fait, c'est là-dessus qu'on va juger les candidats. Donc nous,
En fait, comme je dis souvent, sur tous ces sujets, l'accueil des handicaps, des personnes handicapées, la parité aussi, c'est quelque chose qu'on suit très près, la parité. C'est plus une conséquence de ce qu'on fait qu'un objectif en tant que tel. Ok. Et puis en termes de visibilité, avec ces nouveaux canaux que vous maîtrisez très bien aujourd'hui en tant que marque, vous pouvez aussi facilement parler à vos cibles, facilement être beaucoup mieux dans l'inclusion, expliquer que vous recrutez des hommes, des femmes, un peu tout le monde finalement. Et ça, c'est aussi assez nouveau finalement pour une marque comme la vôtre. Oui, tout à fait. C'est vrai que vous deviez passer par des tiers finalement avant voilà, pour là, c'est vrai communiquer. Que et là, vous pouvez avoir les une gens qui emprise s'intéressent directe. à nous, ils ont un accès direct Ouais. avec tous les moyens qu'on a mis en œuvre pour voir ce qui se passe tous les jours chez nous. Et c'est vrai qu'on fait vivre ça. C'est vrai que c'est ces outils-là. Du coup, vous avez même été plus loin. Vous avez mis en place un chatbot candidat. Oui. Enfin, candidat d'ailleurs, un chatbot. Alors, candidat, oui. Oui, candidat. Voilà, parce qu'en fait, c'est dans le parcours candidat. On a pour les vendeurs en particulier. En fait, les vendeurs, ça fait très longtemps qu'on sélectionne nos vendeurs sur leur savoir-être. On ne se soucie pas tellement de leur CV, en fait. On se soucie plutôt de qui ils sont, de qui ils ont envie de devenir. Pardon, ça, c'est un entretien qu'on le voit ? Alors, on le voit aussi en entretien, mais avant ça, il y a d'autres phases. Alors, une des premières phases, maintenant, qu'on a mis en point récemment, c'est un chatbot avec effectivement des questions sur le métier de vendeur, mais qu'ils le perçoivent non pas en tant que vendeur, mais en tant que client. C'est-à-dire qu'on considère que si, en tant que client, je suis sensible à un bon service client, il est probable qu'en tant que vendeur, j'y ferai attention aussi. Et l'inverse est vrai aussi. Si en tant que vendeur, en tant que client, pardon, je suis pas très sensible à ce qui se passe dans le magasin, bon, on pense que c'est pas forcément sa tasse de thé, j'ai envie de dire. Donc c'est ce qu'on va retrouver dans le chatbot. C'est des questions peu de vous êtes client et donc vous attendez quoi. C'est une présélection quelque part? Alors ça fait une première présélection, effectivement. Donc c'est des premières indications qu'on a. Puis après, ceux qui répondent, je dirais bien, aux critères que l'on recherche, alors on leur propose de faire un visio-talent, c'est-à-dire d'enregistrer des réponses aux 6 questions qu'on pose sur comment ils voient le métier, etc. Et donc ça aussi c'est important parce que c'est quelque chose de très spontané. Donc bon, le candidat va répondre aux questions au moment où ça l'arrange, il enregistre ses réponses. Mais c'est pareil, on ne parle pas de son expérience, de son CV, on parle de comment il répond aux questions qu'on va lui poser. Et ça c'est aussi un outil intéressant dans la sélection. C'est-à-dire que les gens qui se sentent engagés vont répondre aux questions. Celui qui postule chez nous, ben voilà, c'est souvent quelque chose qui est décrié parfois. On leur dit, oh mais non, enfin on dit à ce genre de service, on les salue, Visio-Talent. Parfois, la vidéo, en fait, non, parce que les gens veulent pas. Mais en fait, c'est un filtre en réalité, on est bien d'accord avec ça. Sur notre population de vendeurs qui a un métier de contact. Donc, qui est nécessaire, ultra nécessaire. Il faut vendre ce qu'on a. Donc là, on a considéré que sur ce métier, c'était tout à fait pertinent. Effectivement, tout le monde ne répond pas. Bien sûr. Mais je veux dire, c'est une première sélection. Et moi, je préfère traiter 20 candidatures de qualité plutôt que 100 CV de moins bonne qualité. Donc, et on s'intéresse là à la personne et non pas à son CV. Donc, franchement, c'est là aussi, on parle de choses qu'on peut faire maintenant, qu'on ne pouvait pas faire il y a une dizaine d'années, qui nous permettent d'aller plus vite. Parce que, historiquement, quand on fait du recrutement, on préfère traiter des candidatures de qualité, bien ciblées. Oui, de faire augmenter ce taux de qualité, évidemment. Et le temps, du coup, est bénéfique pour autre chose, pour vos responsables de recrutement. Tout à fait. Et pour les candidats aussi. Et pour les candidats, bien sûr. Pas longtemps non plus. Bien sûr. Donc ça fonctionne, et ça fonctionne très bien, vous avez remarqué ça ça fonctionne bien, c'est vrai que selon les magasins, puisqu'on cible ça sur les magasins, donc il y a des gens qui vont plus facilement réagir à ce mode de recrutement, et puis au fur et à mesure on adapte, puisque tout ça c'est très récent, et donc on progresse sur cette façon de faire. Mais il y a eu un pic d'activité pendant pendant la crise sanitaire, puisqu'on pourrait dire vidéo. Non, paradoxalement, c'est au moment où on a commencé à sortir de la crise qu'on a eu à nouveau les candidatures. Okay. La période vraiment dure du confinement a plutôt créé un réflexe de confinement, d'attente, en tout cas de frilosité. Voilà. C'est-à-dire que les gens étaient un peu dans l'expectative de qu'est-ce qui allait se passer. Et on avait beau nous être très présents, ils disaient venez travailler chez nous. Ouais, bien sûr. Bon, là, ça commence bien à répondre, mais il y a eu une période un peu compliquée là-dessus. Ok. Courir, c'est 2000 collaborateurs, c'est 300 magasins, c'est 40 ans d'existence. 10 pays. 10 pays en propre.
un peu plus de demi-douzaine en France, Non, en fait, Espagne, Master en fait, Portugal. une demi-douzaine de pays, donc 5 pays en propre, en Europe. propre, ouais. Donc, Ouais. la France, l'Espagne, le Portugal, la Belgique et le Luxembourg. Mhm. Et puis d'autres en projet. Et puis, effectivement, une Partie activité en Moyen-Orient. master franchise, Moyen-Orient, Europe de l'Est. D'accord. D'accord. Russie aussi. Russie, oui, des projets en Russie, on est présent en Azerbaïdjan, en Pologne. D'accord. Comment on gère la différence entre à la fois des pays en propre et des master franchises en termes d'outils, d'équipement, comment on gère ça? Bah, la gestion des magasins en propre requiert beaucoup plus de temps et d'énergie, puisque ce sont nos propres magasins, c'est nous qui gérons la chaîne de A jusqu'à Z. Donc là, on a des moyens importants. La master franchise, on va plutôt vendre un concept et une marque, la marque Courir. Oui, voilà, je reformule comment on s'assure lorsqu'on master franchise, comment on s'assure d'avoir le même process et le même fonctionnement que ce que l'on a en propre. Ah bah, c'est des choses qui sont dans le contrat de franchise. D'accord, bien déjà, sûr. bon, ça va. Et puis régulièrement, on a nos équipes qui gèrent la master franchise, qui vont sur place s'assurer D'accord. que les choses se font bien. Mais en fait, là, on donne quelque chose, entre guillemets, un peu clé en main. Et en revanche, c'est vrai que sur la gestion propre, lorsqu'on s'installe dans un pays nouveau, là, ça requiert beaucoup d'investissement, je dirais, surtout dans la phase de préparation d'ouverture, pour bien comprendre les spécificités à la fois juridiques, administratives et culturelles. Ok. On invite donc tous les candidats à vous suivre sur les réseaux, à vous découvrir s'ils ne vous connaissent pas. Comment s'appelle la page Instagram? Inside Courir. Inside. Inside_courir. Inside Ok. Courir. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. D'être Merci. venu nous voir. Et Avec puis, plaisir. Ça fait du bien de se voir Oui. physiquement. Ça change. merci beaucoup. À bientôt. À très Patrick. bientôt. À bientôt, Lorraine. Merci. À bientôt. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.